Cette série a une légère propension à essayer de vouloir nous faire ressentir de la peine pour des personnages un peu trop ducs. Hein. C'était le cas avec le Sultan, c'est le cas avec Amara. Donc l'histoire se centre, enfin le flashback se centre sur la rencontre entre Alice et Will. Donc ils se rencontrent alors que Will est le valet de cœur, forcé d'obéir à la reine, et qui doit tuer Alice parce que elle a fait un truc à la con près de ses jardins, près d'un saule ou je sais pas quoi. C'est pas intéressant, on voit pas Cora ou quoi que ce soit, c'est histoire de donner une excuse. Et donc Alice parvient à le piéger dans un filet et se dit ok, tu vas pas arrêter de vouloir me tuer maintenant que la reine de cœur a ton cœur, donc j'ai essayé de faire en sorte de le reprendre parce que bon, je me débrouille super bien, je sais calculer le tour des gardes, etc. Et elle y arrive, sans trop de problèmes, parce que les gardes ont... c'est très particulier, on se croirait dans un jeu vidéo, tellement c'est bizarre ce truc-là. Les gardes, ils font une ronde ultra précise, timée, c'est-à-dire toutes les 3 secondes, ils avancent d'un pas, puis ils vont sur le côté, puis ils repartent, etc., suivant le même schéma, la même temporalité. Donc grâce à ça, elle arrive à s'infiltrer sans trop de problèmes dans l'endroit où elle conserve ses cœurs. Elle arrive à prendre le cœur de Will, à pas le rendre tout de suite. On apprend déjà aussi que apparemment il suffit juste de tenir un cœur, d'être n'importe qui. Tu tiens un cœur, tu dis je veux que tu fasses ça, et il le fait. C'est super pratique, c'est manipulation totale. Il suffit de dire je veux que tu fasses ça, et il le fait. C'est ce qui me fait me demander pourquoi ça n'a pas été fait plus souvent avant, parce que c'est vachement pratique quand même. Ouais, j'en sais rien de la part de Regina, par exemple, quand elle contrôlait Graham, je trouve que elle est plutôt sympathique de laisser Graham faire un peu ce qu'il veut dans la saison 1, hein, à un certain moment, lorsqu'il a décidé d'engager Emma comme shérif adjoint. Et si elle avait pas voulu faire ça, elle aurait juste à dire ah, ok, je prends ton cœur, je veux pas que tu fasses ça. Bah non, désolé Emma, je veux pas faire ça. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Ça sent le machin qui a pas du tout été pensé au début, mais maintenant qu'on balance comme ça, hein, histoire de dire, maintenant, voilà, on a un cœur en main, on peut commander à n'importe quoi la personne à qui le cœur appartient. Enfin bref, au début elle joue un peu avec lui, mais elle finit par le lui rendre. Parce que bon, c'est une fille sympa et tout, mais Will, qui est un peu touché par ce qu'elle a voulu faire et le fait qu'elle veuille à tout prix trouver des preuves pour prouver à son père que le pays des merveilles existe, décide de l'aider à trouver des preuves. Et le flashback se termine sur Will qui a aidé Alice à mettre la main sur le lapin. Voilà, donc le lapin avec qui Alice est censée être amie, mais apparemment pas tant que ça dans cette configuration, vu qu'il faut le capturer pour arriver à faire ça, mais bon. Voilà, et c'est juste avant qu'elle rencontre Cyrus. C'est-à-dire, juste avant qu'elle rencontre Cyrus, elle était avec Will. C'est comme par hasard, les choses se goupillent bien. Voilà, bon, c'est mignon, là, comme première rencontre, ça passe plutôt bien le courant entre deux. Il y a 2, 3 petits trucs de logique qui me posent un petit peu problème là-dedans, notamment à la fin. Le fait, ça c'est depuis le début que ça me pose problème, le fait que normalement les objets magiques sont censés marcher dans le monde d'Alice de l'Angleterre victorienne. C'est-à-dire que oui, il y a un champignon magique qui fait grandir et la boisson magique qui fait rétrécir. Ça devrait marcher normalement. Et j'en sais rien, à la place d'Alice, ce genre de truc, ça a pas l'air d'être trop difficile à trouver. Et donc, ouais, il suffirait juste qu'elle prenne ça, qu'elle montre à son père, tiens, regarde, je mange ce morceau de champignon, paf, je grandis, je bois cette boisson, clap, je rétrécis, et il se dirait, oh, ok, je pense qu'elle a dit un peu la vérité. Non, 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 et il fallait partir absolument sur le lapin. Bizarre, je comprends pas très bien. Et puis, elle a quand même bien eu besoin du lapin pour aller au pays des pour retourner au pays des merveilles à la base. Est-ce que le lapin passe par cette Angleterre victorienne de temps en temps? Il a un coin de carotte qu'il aime bien voir de temps en temps dans l'Angleterre victorienne, je sais pas trop. Bah, maintenant que j'y pense, maintenant qu'on met ça sur le tapis, ça me fait poser des tonnes de questions, quoi. Je pense, super méga logique. En tout cas, il y a pas mal de trucs qui mériteraient d'être expliqués, là. D'autant plus que, ouais, alors peut-être que c'est ma mémoire qui me joue les tours à ce niveau-là, mais comme je l'ai dit, ça part du principe que le début, le moment où Alice rencontre Cyrus, c'était juste après qu'elle a quitté Will,
Mais dans l'épisode 1 où on voyait sa première rencontre avec Cyrus à Alice, on montrait juste avant qu'elle piquait un champignon, un morceau de champignon sous le champignon de la chenille. Et c'est un peu bizarre parce que elle a quitté le labyrinthe de ronces pour aller piquer un morceau de champignon, pour retourner dans le labyrinthe de ronces pour retrouver Cyrus. Pourquoi elle quitterait le labyrinthe de ronces pour y retourner à ce moment-là? C'est pas super clair, je trouve. Voilà, à nouveau, c'est peut-être moi qui est pas très bien compris le début, ou qui me souviens plus très bien du début de l'épisode 1, mais il me semblait que c'était ça, quoi. Avant qu'elle entre dans le labyrinthe de ronces, on la voyait prendre un morceau de champignon toute seule, et c'est peu de temps après ça qu'elle tombait sur Cyrus en entrant dans le labyrinthe. Donc, ouais, un petit détail, hein, c'est pas super raccord, je trouve. Voilà, mais bon, c'est un flashback intéressant par rapport à la relation qui se noue entre Will et Alice. Ce sont intéressants là-dedans, mais ouais, l'histoire j'ai pas trouvé très sensationnelle. C'est juste par rapport aux deux personnages, comment ils ont évolué, que ça vaut un peu le coup d'être vu. Dans l'époque de maintenant, Alice et Cyrus se questionnent un petit peu qu'est-ce qu'on va faire? Cyrus se dit, allez, sacrifice. Le but quand même, c'est d'essayer d'empêcher Jafar d'atteindre son but. Et même si je peux pas récupérer ma mère, retransformer le sceptre en ma mère, ce serait pas mal de rendre les larmes qui sont dans le sceptre comme ça. Je sais pas comment ils vont faire, comment ils compteraient faire, parce qu'ils le feront pas. Mais voilà, ce serait pas mal de rendre les larmes sans transformer ma mère, parce que le temps presse et tout. Et voilà, c'est assez joli. Seulement voilà, pendant ce temps-là, donc Will est toujours aussi chagriné par la mort d'Anna, et Jafar lui fait un petit... lui propose un marché assez rapide que j'ai trouvé que ça allait trop vite, comme quoi ouais, j'ai la possibilité de faire en sorte qu'Anna ne meure pas. Voilà, si tu suis mon plan, c'est-à-dire de changer le passé, et pour ça il faudrait que tu ailles retrouver Alice et que tu la convainques de me rendre mon sceptre. Et Will accepte. Je- Voilà, c'est pas montré, mais il accepte clairement, et ouais. Alors, je veux bien légèrement mettre ça sur le compte du fait qu'il vient tout juste de récupérer son cœur et qu'il n'arrive plus à penser très clairement, il pense surtout avec ses sentiments profondément, sachant que je le redis, il avait des sentiments avant, faut arrêter, quoi. Mais c'est un peu bizarre, je trouve. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il décide d'aller retrouver Alice à ce moment-là pour lui demander de récupérer le sceptre. Malheureusement, ben, Alice c'est pas trop pour. Hein. Elle dit attends, attends Will, on va pas accorder à Jafar ce qu'il veut, ce serait mal. Et et oui, il fait semblant, de façon pas du tout, pas du tout suspecte, d'être d'accord. Dit, ah oui, t'as raison, j'ai trop laissé parler mon cœur. Là, je vous suis, on va faire votre plan de libérer les autres. Mais c'est pour les trahir plus facilement lorsqu'ils dorment. Hein, plus tard cette nuit-là, je l'ai pas du tout vu venir, vraiment pas. Donc ouais, il assomme Cyrus pour lui piquer le sceptre, mais il est vite retrouvé par Alice. Il y a une scène un peu maladroite où, lorsque Alice essaye de le raisonner, elle finit par trébucher et tomber d'une falaise dans les eaux, et Will est forcé de la sauver. Pour ça, parce que bon, c'est pas un monstre, il va pas non plus la laisser à son sort. Sachant que, et c'est le truc que je trouve le plus dingue là-dedans, c'est... Et il joue là-dessus, c'est-à-dire que ça t'est dit dans un épisode précédent, l'épisode 2 me semble-t-il, ou un, non oui dans l'épisode 2, que Will ne sait pas nager. Et donc oui, Alice est un peu forcée a été un peu forcée de tomber dans l'eau au milieu du lac avec lui pour empêcher qu'il ne se noie. C'est le truc de Will, ça a été dit dans l'épisode 2, et ils y font référence là, c'est-à-dire, mais Will, je croyais que tu ne savais pas nager, Will, mais et quand on a la motivation, on est capable de faire des tonnes de trucs, et c'est ce qu'il dit, et je me dis, ah, excuse facile. C'est dans l'absolu, je trouve ça plus honnête que de complètement survoler ça et de dire ah oui, il sait nager maintenant, on va pas mettre ça sur le tapis.
Mais ouais, c'est quand même un peu facile, sachant que je vois pas pourquoi Alice pourrait pas se sauver elle-même. Pourquoi elle se noierait? Je sais qu'elle fait ça par accident, qu'elle tombe un peu par accident dans les eaux, mais pourquoi elle pourrait pas se sauver elle-même à ce moment-là? Pourquoi il faudrait que Will plonge à l'eau à partir d'une hauteur assez élevée quand même pour la sauver à ce moment-là? C'est un peu forcé pour montrer qu'il y a un lien particulier entre eux. Et suite à ça, Alice décide que oui, on va essayer de faire en sorte de sauver son amour, parce que même si ressusciter les morts c'est censé être un gros tabou de la magie, ben non, merde, hein, on va ressusciter les morts. Hein. Le prix de la magie, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sérieusement, hein. Donc ouais, il décide de mettre en place un plan qui est pas très clair pour l'instant. Peut-être que ce sera clarifié dans l'épisode suivant. Autour de ça. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous parle d'une petite scène avec la Jabberwocky et Jafar. Donc pendant tout ça, la Jabberwocky commence à s'impatienter que Jafar ne lui rende pas l'épée, la seule épée capable de l'emprisonner. Je sais plus comment elle s'appelle, l'épée Vorpal, un truc comme ça. Et Jafar lui dit non en sondant ses peurs psychologiquement, pas un peu à sa façon pour la prendre à son propre jeu. J'ai trouvé que c'était une scène très forte qui montre que Jafar a quand même encore le dessus. J'avais peur que Jafar soit un peu éclipsé par la Jabberwocky, mais il s'en sort bien. Par contre, voilà, la Jabberwocky qui est pas très joyeuse à cette idée-là décide tout d'un coup de venir faire une alliance avec Alice et compagnie en leur disant que ouais, si Jafar n'est plus là, plus personne n'aura peur, je n'aurai plus raison d'être là. Donc oui, vous me laisserez en liberté, j'irai me nourrir de la peur ailleurs et créer d'autres victimes sans problème. Voilà, alors ça c'est un truc. Alors je sais pas trop si s'ils acceptent ça jusqu'au bout, ou s'ils la manipulent juste pour leur parce que ça les arrange et qu'au bout d'un moment ils prévoient quand même de lui planter un couteau dans le dos à la Jabberwocky, parce que bon, c'est pas parce qu'elle est sous le joug de Jafar que ça en fait une personne qui mérite d'avoir une certaine confiance. À pas mal d'aspects, d'après ce qu'on a raconté sur son passé, clairement pas. Hein, vu toutes les morts qu'elle a causées, toutes les tragédies qu'elle a faites, ça me surprendrait beaucoup qu'elle ait un arc de repentir, cette femme-là. Mais voilà, ils acceptent d'œuvrer avec elle en faisant passer Cyrus comme capturé. Voilà, donc sans le bâton par contre. Et pendant ce temps-là, Will et Alice, au passage, Will qui n'est pas du tout pisté par Jafar, hein, c'est-à-dire que il est un petit peu con des fois, Jafar, je trouve. Hein, sincèrement, il est un petit peu con. Il a aucun sort pour le pister, pour savoir où est-ce qu'il se trouve à tout moment, Will. À ce moment-là, non. Donc non, ouais, Cyrus dit que Will et Alice ont quitté le pays des merveilles avec le sceptre, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'ils décident à nouveau de partir sur le plan de sauver Anastasia, vu que c'est une grande héroïne maintenant. La Jabberwocky il dit la vérité, ouais, parce que ouais, c'est quelqu'un qui sait dire dans les peurs, et donc Jafar la croit, oui, il dit la vérité, ils sont partis, mais bon, je peux toujours rappeler Will grâce à sa lampe. Et donc c'est ce qu'il fait un petit peu, alors que Will a distrait un peu les gardes de façon à ce que Alice puisse libérer le sultan afin qu'il les aide. Je ne sais pas trop quoi pour l'instant, je vous cache pas. Ah oui, le sultan est libéré, ils disent ouais, vous voulez nous aider à empêcher Jafar de faire du mal. Il dit ok, d'accord. À nouveau, je trouve ça intéressant de voir ce personnage qui était un vrai trou-duc avant être vraiment classé dans le rang des gentils. Hein. C'est vraiment à aucun moment nos héros ou quoi que ce soit on le voit de haut, parce que justement ils ne savent pas du tout son passé et ce qu'il a fait. C'est très intéressant à nouveau. C'est un peu le problème avec ça, je sens malheureusement que ça ne sera pas développé plus, puisqu'il ne reste qu'un seul épisode, mais je trouve que ça aurait été très intéressant de voir ce personnage se développer un petit peu, notamment par rapport au fait que nos persos principaux puissent découvrir ce qu'il a fait avant. Ça serait intéressant à voir, ça aurait été intéressant à voir, malheureusement ça n'ira pas plus loin, mais que voulez-vous, c'était...
Ça restait un personnage intéressant, je trouve. Donc, oui, pendant tout ça, Cyrus, ouais, alors là, c'est le truc que j'ai le plus de mal à comprendre. Cyrus, donc, est amené au prix des lampes de ses frères, et alors que Jafar ramène Will, le génie Will, Amara se pointe. Alors, pour je ne sais quelle raison, et je dis bien je ne sais quelle raison, alors peut-être que le Jabberwocky, c'est peut-être le Jabberwocky qui a su comment faire, j'en sais rien, mais voilà, Amara est retournée à son état humaine, et donc maintenant n'est plus un sceptre, et elle cherche à se venger de Jafar, il y a un petit combat magique entre eux, bon, avec les moyens du bord, hein. On sent que c'était la fin de la série, et ils ont malheureusement pas eu l'occasion de faire quelque chose de super sensationnel. Bon, enfin bon, ça passait à peu près correctement, je dirais. Et alors que Tamara semble légèrement prendre le dessus, sachant que elle l'a dit elle-même, si s'il y en a un des deux qui meurt, dans tous les cas, ce serait au détriment de Jafar, puisqu'il n'aura personne d'autre pour relancer son sort. Mais voilà, Jafar est pas con, il se dit, ok, il a fini par comprendre que Cyrus et les deux autres étaient les enfants d'Amara, et décide plutôt de tuer Cyrus en plein dans leur combat pour forcer Amara à jeter le sort avec lui, de façon à ce qu'elle puisse sauver ses enfants, tandis que Jafar aura son vœu. C'est ici que se termine l'épisode, avec nos deux magiciens qui lancent le sort et qui s'apprêtent à les envoyer dans le passé, tandis que Navin Andrews fait sa phase d'orgasme. Ouais, c'est pas sous ton meilleur jour, Navin, là. Mais, quoi qu'il en soit, là, c'était un épisode sympathique en termes d'évolution des événements. Il y a certains trucs qui manquent un petit peu de développement, je trouve. Ça manque d'être un peu instauré, d'être un peu expliqué, ce qui fait que je suis un petit peu perdu dans certains points pour moi. Enfin, c'est-à-dire, je comprends exactement ce qui se passe, mais je comprends pas comment on est arrivé à tel truc. Pourquoi? C'était quoi le plan exactement de Will et Alice? C'était juste pour libérer le sultan, qu'est-ce qu'il est censé faire, ou je ne sais quoi. D'autant plus qu'ils savent même pas pourquoi Jafar recherche quelque chose de la part du sultan. Ça, c'est un truc qu'ils ne savent pas. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont fait tout ce plan légèrement élaboré pour se faufiler dans le palais de Jafar, si c'est juste pour libérer le sultan, en fait. Voilà, est-ce que ça a une importance ou est-ce que c'est juste pas super bien réfléchi? C'est la question que je pose, ça dépendra un petit peu de l'épisode final, mais voilà, c'est énormément de trucs comme ça qui me font dire, ouais, on sent qu'ils font progresser les choses un petit peu vite et ça n'a pas l'air d'être extraordinairement réfléchi, pour l'instant. Alors peut-être que l'épisode suivant me donnera tort, c'est tout ce que j'espère, mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être super bien réfléchi, certains développements là-dedans, et et c'est un peu dommage. Après, autre petit truc que j'aurais à reprocher, c'est que ouais, cette série a vraiment la tendance d'essayer de nous faire éprouver de la sympathie, nous faire œuvrer du côté de ceux qui sont légèrement des trous ducs à la base, hein. Je veux dire, le sultan c'était intéressant, mais quand on y pense, Amara aussi, c'était une garce. Non, c'était vraiment une garce, mine de rien. C'est elle qui a influencé Jafar à partir sur tous les extrêmes, tous les sacrifices possibles pour arriver à ses fins, hein. C'est elle qui a insisté pour tuer un mec innocent au début dans le flashback de l'épisode 4. Ils y font référence, hein, justement, c'est important. Donc quand on essaye de nous faire ressentir de la peine pour le personnage d'Amara par rapport au fait qu'elle veut retrouver ses fils et tout, et quand à côté de ça on la fait passer pour une garce qui force ce genre de truc maléfique pour des raisons qui m'échappent, vraiment, vraiment, quand j'y pense maintenant, pourquoi elle a fait en sorte de, de tuer cet homme de façon aussi affreuse, simplement pour un sort? Je trouve ça un peu forcé, sincèrement. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça qui sont un petit peu étranges. Le développement autour de Will qui accepte comme ça de suivre le plan de Jafar pour sauver Anastasia,
que je trouvais trop rapide aussi. Et ça, on peut faire un parallèle aussi avec la saison 3 de Once Upon a Time, avec Zelena et Rumpelstiltskin, lorsque Zelena fait exactement la même chose que Jafar, en demandant à Rumpelstiltskin, ok, je vais aller retourner dans le passé, et tu pourras en profiter pour aller dans le passé avec moi, et ressusciter ton fils chéri, faire en sorte qu'il ne meure pas. Et ce à quoi Rumpelstiltskin se dit merde, va te faire foutre, connasse. Mon fils s'est sacrifié pour se battre contre toi, et c'est toi qui es responsable de sa mort, donc non, je vais pas t'aider dans tes plans, même pour ça. Et voilà, il y a quelque chose d'assez noble et fort là-dedans, dans cette conviction-là de Rumpelstiltskin. Et ouais, ils sont partis sur le total opposé avec Will, qui abandonne direct, qui concède direct au plan de Jafar, que j'ai trouvé un peu... Ouais, c'était clairement moins fort que la saison 3 de Once Upon a Time à ce niveau-là, quoi. Étant donné que vous partez sur le même sort, les mêmes, les mêmes objectifs de la part de notre méchant principal, c'est facile de faire des parallèles avec la deuxième moitié de la saison 3. Et ouais, à pas mal de points, la deuxième moitié de la saison 3 est un peu mieux réussi que la deuxième moitié, que Once Upon a Time in Wonderland. Hein, la seule chose que Once Upon a Time in Wonderland fait de mieux que la deuxième moitié de la saison 3, pour moi, c'est le méchant Jafar, qui est mieux réussi que Zelena. Mais en dehors de ça, je trouve que ça fait un peu trop parallèle avec ce qu'on voit dans la deuxième moitié de la saison 3. Ce qui est à nouveau, je ne sais pas ce qui est sorti en premier, ce qui a été écrit en premier, la saison 3, deuxième moitié de la saison 3 de Once Upon a Time, ou Once Upon a Time in Wonderland. Qui a copié sur qui? La grande question. Mais voilà, je trouve... ça fait un peu redite et une nouvelle façon de voir les choses qui est très discutable, qui est assez moindre par rapport à ce qu'on a vu dans la saison 3 de Once Upon a Time. Et donc ouais, ça donne une impression d'assez bof au final, même si c'est pas mal en soi, hein. Mais voilà, en comparaison, c'est relativement bof. N'empêche que ça fait bien progresser les choses et que il y a pas mal de moments intéressants, notamment autour de Will et Alice et cette espèce d'amitié qu'ils ont nouée tout au fil de la série qui est plutôt jolie. Et donc je peux pas dire que c'est un mauvais épisode. Et je suis impatient de voir comment ça va se passer pour le sort, qu'est-ce que ça va amener, est-ce que ça va être déjoué, etc., etc. Je suis impatient de voir ça. À très bientôt pour l'épisode final. Ciao!